John Schneider a perdu bien plus qu'un rôle à la télévision lorsque les chaînes ont décidé d'interdire le général Lee. Les retombées ont été rapides et sans pitié. Les contrats de merchandising, qui assuraient un revenu régulier, ont disparu presque du jour au lendemain. Les chèques de royalties qui arrivaient, comme par enchantement, ont tout simplement cessé d'être versés. L'une de ces répliques personnelles du général Lee, une voiture estimée à plus de 200 000 $, a été détruite, réduite à l'état de métal tordu, symbole précieux d'une époque déterminante. Mais même cette perte n'a pas été le coup le plus douloureux. À un moment donné, à court d'argent, Schneider a été contraint de vendre un capot signé par les acteurs et l'équipe de tournage pour seulement 25 000 $, un morceau d'histoire dont il n'aurait jamais imaginé se séparer simplement pour continuer à faire fonctionner les lumières. Des rumeurs ont ensuite circulé selon lesquelles Amazon envisageait de retirer complètement la série de sa plateforme. Cette possibilité a poussé Schneider à entrer en résistance ouverte. Il a lancé une pétition qui a recueilli plus de 50 000 signatures, un signal clair que le problème était plus profond que la nostalgie. Mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Ce que Schneider a dit publiquement sur la liberté d'expression, la mémoire culturelle et la différence entre l'histoire et la haine a déclenché un débat national qui a divisé le public en deux parties distinctes. John Richard Schneider est né le 8,1960, avril à Mount Kisco, New York, une ville tranquille, située à environ 45 miles au nord de Manhattan. Ses parents, Shirley et Jack Schneider, travaillaient dans la fonction publique et étaient très présents dans sa vie quotidienne. Dès son plus jeune âge, John ne s'est pas contenté d'observer le monde qui l'entourait. Il voulait y entrer, y jouer. À l'âge de 5 ans, il a dépensé 5 $ dans un magasin de bricolage local pour acheter un kit de magie de base et a commencé à organiser des spectacles dans son jardin pour ses voisins. Les tours étaient simples, la mise en place improvisée, mais l'effet sur lui était profond. Il aimait l'anticipation dans les yeux des gens, la pause avant la révélation, le moment de réaction lorsque l'illusion fonctionnait. Ce modeste kit de tour de foulard est devenu sa première scène, et il n'a jamais cessé de la construire à partir de là. Par 1968, à l'âge de 8 ans, il s'est retrouvé pour la première fois dans un théâtre légitime. Il a décroché un rôle de Munchkin dans une production théâtrale communautaire du Magicien d'Oz à New York. Les répétitions prenaient près de 20 heures par semaine après l'école, et il gagnait 10 $ par représentation. L'argent importait peu. Ce qui restait pour lui, c'était le rythme des répétitions, le silence dans les coulisses, la houle des applaudissements et le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que sa rue ou sa ville. Puis la vie a basculé d'une manière à laquelle aucun spectacle n'aurait pu le préparer. Lorsque John a 10 ans, ses parents divorcent. Le foyer qui lui avait semblé solide se fissure, et le sentiment de stabilité sur lequel il comptait disparaît peu à peu. Il commence à chercher du réconfort dans des choses qui ne peuvent pas s'en aller, et la télévision devient son refuge. Les westerns l'attirent, en particulier Bonanza, qui est diffusé de 1959 à 1973, Semaine après semaine, il reste absorbé, reconstituant des fusillades dans sa chambre avec un revolver jouet, s'imaginant en héros cow-boy. Ces histoires lui permettent de s'évader, mais elles sèment aussi des graines. Les thèmes de la famille, de l'aventure et des grands espaces façonnent son imagination et ses ambitions futures. En 1974, alors qu'il a 14 ans, un autre bouleversement survient. Sa mère se remarie et déménage la famille à Atlanta, en Géorgie. Un adolescent new-yorkais déménageant dans le sud aurait pu facilement se sentir déplacé, mais pour John, ce déménagement ouvre une porte. Il s'inscrit à la North Springs High School et rejoint le club de théâtre, le FAST. Le théâtre est devenu son point d'ancrage, le pont entre ce qu'il avait été et ce qu'il devenait. Il a été choisi pour jouer le rôle de Danny Zuko dans la production de Grease de l'école. Pour s'adapter au rôle et à son nouvel environnement, il a pratiqué les accents du Sud et étudié les manières locales, apprenant à s'adapter sans s'effacer. Le théâtre a cessé d'être seulement une question de ligne, il est devenu une question de transformation. À 15 ans, il poursuit son rêve avec l'acharnement d'un adolescent. Il livre des journaux à vélo pour payer des cours d'art dramatique dans un théâtre communautaire voisin, considérant ces cours comme une formation plutôt qu'un loisir.
Il s'est efforcé d'obtenir des rôles significatifs et a décroché un premier rôle dans Our Town. Dans 1975, cette performance lui a valu le Georgia District Youth Award pour la meilleure performance dramatique. Cette reconnaissance l'a frappé comme une validation. Elle lui a dit que ce n'était pas seulement un vœu pieux, mais quelque chose de tangible, quelque chose qu'il pouvait poursuivre avec sérieux. À 16 ans, la musique entre en scène. Dans un studio de garage d'Atlanta, armé d'une guitare empruntée, il enregistre sa première cassette de démonstration. Il chante des reprises country, de classiques de Hank Williams comme Love Sick Blues et Hey Good Lookin', puis transporte lui-même ses cassettes dans les stations de radio en espérant que quelqu'un l'écoutera. 12 fois, il a été refusé trop jeune, pas assez distinctif, pas assez star. Rien de tout cela ne l'a arrêté. Il a continué à revenir jusqu'à ce qu'une petite station WQXI passe finalement un bref extrait. C'était un petit moment selon les normes de l'industrie, mais pour John, c'était énorme. Il a appris que le rejet n'était pas synonyme d'échec, mais seulement de retard. Dans 1977, à 17 ans, il a intensifié la chasse. Il a traversé le pays d'Atlanta à Los Angeles pour la saison pilote, dans une Ford usée, dormant sur les canapés d'amis et survivant grâce à des repas de dîner bon marché. Il chassait les opportunités où qu'elles se trouvent. Ce pari lui a permis d'obtenir un rôle de figurant non crédité en tant que patron d'un relais routier dans Smokey and the Bandit. Le tournage a duré près de 12 heures et il a gagné $50. Le salaire était modeste, mais le fait de se trouver sur un vrai plateau, de regarder des acteurs professionnels travailler, a donné l'impression que le rêve était réalisable. De retour en Géorgie, il continue à jongler entre l'école et le spectacle avec une concentration sans relâche. Il prend des leçons de chant, réserve des concerts locaux et développe même un numéro hybride inhabituel qui combine la magie et la chanson country. Dans les foires de comté, il chante un air tout en tirant un lapin d'un chapeau divertissant des foules de 200 personnes ou plus. Ces spectacles ont aiguisé son timing, lui ont appris à attirer l'attention et à ne pas se figer sous la pression. Lorsqu'il obtient son diplôme en 1978, il a trouvé un petit agent à Atlanta qui commence à l'engager pour des publicités télévisées. Il apparaît dans 3 publicités, dont des campagnes pour Georgia Peaches et Coca-Cola, et gagne $300 par spot. Il apprend à déployer une voix traînante du Sud, sur demande ajustant sa voix aux exigences du marché. Chaque tournage exige de l'adaptabilité, impliquant souvent des changements de script de dernière minute. Il apprend à rester calme, à suivre les instructions et à fournir une prestation cohérente des compétences qui le préparent tranquillement à ce qu'il attend. Au début de 1979, à l'âge de 18 ans, John a repéré une annonce commerciale recherchant une redneck géorgien de 25 ans pour une nouvelle série télévisée. Sur le papier, il était mauvais dans toutes les catégories: trop jeune, mauvaise origine, mauvais accent. Il a donc choisi de jouer la comédie avant d'être engagé. Il est arrivé à l'audition méconnaissable, arborant de la barbe, un chapeau de campagne mâchant du tabac et tenant une canette de bière. Il a pris un accent sudiste épais, raconté des histoires rurales exagérées et s'est comporté comme quelqu'un qui avait vécu cette vie pour toujours. Sa performance a été suffisamment convaincante pour l'emporter sur près de 300 autres candidats, ce qui lui a valu le rôle de Bo Duke dans The Dukes of Hazzard. Pour renforcer l'illusion, il a prétendu s'être entraîné à la Georgia School of High Performance Driving, un endroit qui n'existait pas. Lorsque l'audition s'est révélée physique, il a parlé comme un homme qui avait grandi en poussant les voitures à leurs limites. Pendant l'essai, il a glissé sans effort sur un capot de voiture, un mouvement qui semblait instinctif plutôt que répété. À ce moment-là, John Schneider n'a pas seulement décroché un rôle, il a pris l'identité qui allait définir sa carrière pour le meilleur et pour le pire. Ce mouvement est devenu le fameux Duke Slide, répété encore et encore dans l'émission. Un mensonge s'était transformé en signature, et un instinct rapide s'était transformé en histoire. Le 15,1979, mars, il a signé son premier grand contrat pour la série à raison de $5 000 par épisode. Il portait encore le secret de son âge et de ses origines, sachant que si quelqu'un creusait suffisamment, tout pourrait s'écrouler. Mais le pari a tenu et la série a avancé. Lorsque le tournage a commencé en avril 1979 en Californie, il s'est tout de suite jeté dans le travail.
Dans sa première scène, il a dû faire un saut de clôture en jeans et il s'est tordu la cheville à l'atterrissage. Il a quand même poussé terminant la scène et gagnant le respect sur le plateau pour les efforts qu'il était prêt à faire. John Schneider n'avait que 19 ans lorsqu'il a pris le volant du General Lee pour la première saison de The Dukes of Hazzard, un 1979, et l'équipe a vite compris qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Dans le 3e épisode Days of Shine, il a pris une vraie Dodge Charger de 1969, a aidé à souder l'arceau de sécurité de ses propres mains et l'a envoyé voler d'une rampe de 15 pieds au-dessus d'un étang. Il n'avait jamais été formé à la conduite de cascade. Il s'est contenté de tenir le volant et de se fier à son instinct. La voiture s'est écrasée si fort que le châssis s'est tordu et l'équipe s'est rendu compte qu'elle aurait besoin de plus de voitures que ce qu'elle avait prévu. Certains épisodes ont brûlé jusqu'à 14 Chargers, parce que les sauts les détruisaient presque tous. Pendant le générique de début, le fameux saut atteignait 16 pieds de hauteur et la voiture volait 82 pieds avant d'être totale. Schneider n'a pas exécuté tous les sauts extrêmes, mais ceux qu'il a faits ont apporté une énergie brute qui a donné à Bodiuk l'impression d'être réelle. La General Lee est devenue plus qu'une voiture pour lui. En dehors du plateau, il a acheté sa propre Charger orange et l'a appelée Little Bo Peep. Sur les petites routes désertes, il l'a poussée à 140 miles à l'heure, juste pour sentir comment la voiture se comportait, de manière à ce qu'il puisse la rapporter à la série. Il a restauré une autre Charger équipée d'un moteur EMI 426 et l'a traitée comme un trophée. À un moment donné, un enchérisseur a proposé près de 6 millions de dollars pour la voiture lors d'une vente aux enchères. Mais l'offre s'est révélée être une farce et la voiture est restée avec lui. Des années plus tard, un arbre a écrasé cette même voiture lors de l'ouragan Ida. En la perdant, il a eu l'impression de perdre une partie de lui-même. Il avait soudé des arceaux de sécurité, réparé des bosses et passé de longues nuits avec ses machines. Cette connexion a donné à chaque scène son étincelle. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, Schneider et Tom Wopat ont gardé le rythme. Pendant les pauses, ils ont formé un petit groupe de musique country qu'ils ont appelé le Duke Boys Band. Ils jouaient dans des fêtes de casting des bars et des événements caritatifs, se passant la guitare comme des frères. En 1980, après une pause en Géorgie, ils ont écrit ensemble une chanson intitulée Hazard Highway. Elle n'est jamais sortie officiellement, mais elle est restée avec eux et ils l'ont interprétée lors de réunions pendant des années. Les fans ont adoré les voir tous les deux sur scène chantant Good Old Boys et riant comme s'ils étaient de retour à Hazard County. Leur musique a entretenu les amitiés longtemps après la fin des scènes. Tous les moments sur le plateau n'ont pas été légers. Un soir, dans 1981, pendant le tournage d'épisode 45, un fan a échappé à la sécurité en tenant un objet qui ressemblait à un pistolet. Sans réfléchir, Schneider s'est élancé et l'a plaqué directement dans une botte de foin. La sécurité s'est précipitée et a arrêté l'homme, mais tout le plateau s'est figé devant la rapidité avec laquelle Schneider a réagi. Plus tard, il a plaisanté en disant que c'était la justice de Bodiuk, mais le danger était réel. Le pistolet était faux, mais personne ne le savait sur le moment. C'est devenu l'une des histoires les plus choquantes des coulisses, et un rappel de l'étrangeté et du risque que peut représenter la célébrité. À la fin de la saison 3, la série a explosé. Le courrier des fans a augmenté de 500%, et Schneider a commencé à recevoir plus de 2000 lettres par semaine. Certains fans lui ont demandé de dessiner des croquis du général Lee, et il a essayé de répondre à autant de demandes que possible. Lorsque CBS a vu la demande, son salaire a doublé, passant à 6 000 $ par épisode. L'attention qu'il a suscitée lui a également donné un avantage un an plus tard, lorsque lui et Tom Wopat se sont opposés au studio au sujet de l'argent lié aux produits dérivés. Mais avant cette tempête, la série lui a donné une chance surprenante dans la musique. Pendant 1981, Schneider a passé de longues journées à filmer et de longues nuits à rêver d'enregistrer. Un week-end, il s'est rendu directement à Nashville après le tournage et s'est installé dans un minuscule studio de démonstration pour enregistrer une chanson qu'il avait écrite et qui s'appelait « Ain't You Glad ». Il a joué de la guitare pendant 10 heures sans s'arrêter. Sa voix était rauque à cause de l'épuisement, mais quelque chose dans cette prise semblait honnête. Le producteur Mike Curb a entendu la démo par hasard et a été stupéfait par le grain de la voix de Schneider. Le lendemain, il lui a proposé un contrat avec Scott Brothers Records. À la fin de l'année, Schneider sort Now or Never, qui se hisse à la 8e place des charts country.
Il prouve ainsi qu'il n'est pas seulement une star de la télévision qui chante pour le plaisir, mais qu'il a quelque chose de concret. 3 ans plus tard, dans 1984, il signe avec MCA Nashville. C'est un label de poids et il veut gagner sa place. Il coproduit des parties de son album Too Good to Stop Now et s'impose un marathon d'enregistrement de 48 heures. Lorsqu'il termine son premier single I've Been Around Enough to Know, il l'envoie aux stations de radio du pays. 15 stations refusent. Il continue d'appeler et d'envoyer des cassettes et d'essayer des marchés plus petits jusqu'à ce qu'une station de Shreveport lui donne enfin sa chance. En quelques semaines, la chanson est numéro 1 dans les charts country et le reste pendant 2 semaines. Lorsque l'album atteint les 500 000 ventes, il est devenu un véritable succès crossover avec un pied dans 2 mondes. Les tournées s'enchaînent. En 1985, il fait salle comble avec plus de 5000 fans et se produit du Tennessee au Texas. Mais sur le chemin d'un grand spectacle, un désastre survient. Le camion transportant les instruments de son groupe s'est écrasé sur l'autoroute, détruisant plus de 20 000 $ de matériel. Le groupe a paniqué, mais Schneider est resté calme. Il a appelé des amis de toute l'industrie et a emprunté tout ce qu'il pouvait. Une star de la country lui a prêté sa Fender Telecaster préférée. Ce soir-là, Schneider était monté sur scène avec du matériel emprunté et a donné l'un de ses meilleurs concerts. Les fans ont dit plus tard qu'ils pouvaient sentir la détermination dans chaque note. Il franchit une nouvelle étape en 1986, avec la sortie de A Memory Like You qui se classe en première position des charts country. Lors d'un concert spécial à Nashville, il invite Johnny Cash à se joindre à lui pour une performance. Cash a joué de sa guitare fétiche et les 2 hommes ont partagé la scène avec aisance. Après le spectacle, ils ont échangé leur cache-nez en signe de respect, l'un portant l'emblème du général Lee et l'autre des aigles brodés. Le concert est enregistré et fait l'objet d'un vinyle limité que les collectionneurs recherchent encore aujourd'hui. En 1987, son emploi du temps atteint son apogée, il tourne 30 épisodes de Dukes of Hazzard, tout en donnant 50 concerts la même année, et gagne plus d'1 million de $. La pression le rattrape. Après 2 concerts à Atlanta et à Nashville, sa voix s'éteint complètement. Les médecins lui prescrivent une pause de 2 mois. Pendant cette période, il s'est rendu dans le Colorado pour suivre les cours d'un entraîneur de yodel légendaire qui l'a aidé à reconstruire sa voix à partir de 0. À son retour, il a chanté avec plus de contrôle et de confiance qu'auparavant, et le public a senti la différence. Puis est arrivé le moment qui a changé l'histoire de la télévision. En février 1982, juste après la saison, 4, épisode 13, Schneider et Wopat ont quitté le plateau. Le jouet General Lee s'est vendu à lui seul à 1 million d'exemplaires et aucun des 2 acteurs n'a reçu une part de l'argent. Schneider a confronté les producteurs lors d'une réunion houleuse de 2 heures et a exigé un accord équitable. Catherine Bach les a soutenus discrètement mais est restée dans la série. Warner Brothers a réagi en remplaçant le couple par 2 nouveaux cousins nommés Coy et Vince. Les fans étaient furieux. Les audiences ont chuté de près de 20% en quelques semaines et les critiques ont qualifié les nouveaux personnages de copies vides. Les annonceurs se sont plaints, CBS a paniqué. La chaîne propose à Schneider et à Wopat une augmentation de 40% et une part de 5% des redevances sur les marchandises. Schneider assiste à tout cela depuis Atlanta et refuse de revenir tant que l'accord n'est pas officiel. Le combat l'a épuisé financièrement. Pendant les 3 mois qu'a duré l'impasse, il a dû mettre en gage sa montre Gold Dukes of Hazzard pour quelques milliers de dollars afin de pouvoir payer ses factures. Lorsque l'accord sur les redevances a finalement été conclu, son premier chèque s'élevait à quelques milliers de dollars. Il est retourné directement chez le prêteur sur gage et a récupéré sa montre. Il est devenu un symbole de la distance qu'il était prêt à parcourir pour défendre ce qu'il méritait. Lorsque Schneider et Wopat sont revenus pour la première de la saison 5 en octobre 1982, le studio a accepté de laisser Schneider façonner une partie du scénario. Il a demandé un monologue dans lequel Bauduc parlait de se battre pour ce qui est à soi. Il a été inspiré directement par le débrayage. Les fans ont remarqué le message discret et l'ont aimé. Ce moment a créé de nouvelles attentes pour les acteurs qui voulaient des contrats équitables dans d'autres émissions. John Schneider a senti le sol se dérober sous ses pieds dès la fin des Dukes of Hazzard, en février 1985. Un jour, il était Bauduc, une superstar dans un chargeur orange. La seconde d'après, il attend en silence que le téléphone sonne. Sa première grande chance se présente 2 ans plus tard lorsqu'il joue le rôle de Ray dans le téléfilm 1987 Christmas Comes to Willow Creek.
Le plateau n'a rien à voir avec la chaleur du comté d'Hazard. Il se trouvait à Dawson City dans le Yukon, entouré de neige blanche, d'air gelé et de températures qui descendaient jusqu'à 20 au-dessous de zéro. Il a suivi un régime strict pour avoir l'air usé et a perdu 15 livres pendant le tournage. Le film a été diffusé le 20 décembre 1987, et il a dit plus tard que le froid l'avait poussé à s'enfoncer plus profondément dans un personnage qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. En 1989, il se battait pour échapper à l'ombre de Bauduc. Il a joué un détective dans The Rawhide Trail, une mini-série qui a à peine duré 2 épisodes avant de disparaître de l'audimat. C'était un rappel douloureux qu'il était enfermé dans une image de charme sudiste dont il ne pouvait pas se débarrasser. Il a passé les années suivantes à auditionner pour près de 50 pilotes, essayant même de jouer dans MacGyver, mais le rôle a été attribué à Richard Dean Anderson. Il a dit plus tard que chaque refus lui donnait l'impression d'être coincé dans la même tenue, même lorsqu'il essayait d'en changer. Puis est arrivé un moment que personne n'a vu venir. En 1990, au lieu d'attendre que Hollywood décide de son sort, John Schneider construit les John Schneider Studios avec ses propres économies. Les banques refusant de lui prêter le moindre centime sous prétexte que son image de pecno le rendait trop risqué, il investit $100 000 de son propre argent. Il construit un plateau de tournage et des salles de post-production sur sa propre propriété en Louisiane. C'était audacieux, c'était risqué. C'était un homme qui retirait sa carrière des mains d'Hollywood et la refaçonnait sur les terres ouvertes du Sud. Dans 1992, son cœur l'a ramené à la musique. Il a enregistré Come Morning dans un petit studio à domicile pendant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Son mariage avec Ellie Castle a commencé à s'effondrer à cette époque et les chansons en ont porté le poids. Lorsque l'album a atteint la 15e place du palmarès country du Billboard, il s'est senti comme une victoire tranquille. La preuve que même dans la tourmente, il pouvait encore atteindre les gens qui avaient besoin de sa voix. Par 1995, il est passé derrière la caméra pour réaliser un épisode de la série rebootée Highway to Heaven. Il a fait revenir certains membres de l'ancienne équipe de Duke pour le travail, voulant des mains familières autour de lui. Mais des cascades ont réduit le budget à néant et l'ont obligé à payer personnellement $20 000 de sa poche pour maintenir l'épisode en vie. Il a fini par être diffusé, mais il est reparti avec une nouvelle compréhension du fait que réaliser signifie parfois brûler de l'argent pour le bien d'une histoire. Tout a changé en 2001 lorsqu'il est entré dans une salle d'audition pour Smallville. Plus d'une centaine d'acteurs avaient essayé de jouer le rôle de Jonathan Kent. Mais lorsque Schneider a commencé à improviser un discours paternel sur le plateau de la ferme, la salle est devenue silencieuse. Les producteurs l'ont choisi sur le champ. Ce choix lui a permis de réaliser 217 épisodes en 10 saisons, faisant de lui l'un des piliers émotionnels de la série même si les acteurs se succédaient. Ce rôle est devenu l'un des plus importants de sa vie et il l'a gagné en se fiant à un moment d'instinct. Il a ensuite réalisé 4 épisodes de la série et dans l'épisode Legacy de la 3e saison, il a glissé une partie de l'histoire de Superman inspirée par de véritables entretiens avec la famille de Jerry Siegel. Il s'agissait d'une petite réécriture mais elle a permis d'approfondir l'histoire et les fans l'ont remarqué. On avait l'impression que Schneider avait remonté jusqu'au premier jour de Superman et les avait délicatement intégrés à la télévision moderne. Mais dans 2005, les ennuis ont commencé. Les producteurs voulaient tuer Jonathan Kent dans la 5e saison. Schneider s'est opposé à cette idée. Il a argumenté, il a repoussé l'idée et il a même menacé de s'en aller. Finalement, il a accepté de rester, mais seulement si la mort était filmée dans un vrai champ de maïs du Kansas. L'épisode hommage est devenu l'un des moments les plus émouvants de toute la série. Les fans savaient que c'était important. Ils pouvaient sentir le poids qu'il y mettait. Dans 2006, il a fait une pause dans les rôles de héros et est entré dans l'obscurité dans Les Experts Miami en tant que shérif corrompu. Sa performance était si brillante qu'elle lui a valu une nomination à l'Emmy pour le titre d'acteur invité exceptionnel dans une série dramatique, ce qui est presque du jamais vu pour une apparition en 2 épisodes. Cela a surpris les spectateurs qui pensaient le connaître. Soudain, il n'était plus seulement le père saint ou le duc charmant. Il pouvait aussi être dangereux. Lorsque Smallville a pris fin en 2011, sa valeur nette s'élevait à environ $4 millions grâce à des années de salaire réguliers et de chèques résiduels. Pourtant, les fans ont été stupéfaits lorsqu'il a vendu une cagoule signée du général Lee
pour 23 000 $ afin d'aider à financer son ranch en Louisiane. Se séparer d'une pièce aussi emblématique a choqué les gens. Cela montrait qu'il accordait plus d'importance à la vie réelle qu'aux souvenirs et qu'il était toujours prêt à mettre le passé au service de l'avenir. Puis vint une tempête qu'aucune controverse de fans ne pouvait égaler. En juillet 2015, après la fusillade de l'église de Charleston, TV Land a retiré les rediffusions de Dukes of Hazzard en raison du drapeau confédéré sur le General Lee. Warner Brothers a cessé d'accorder des licences pour toutes les marchandises liées au drapeau, interrompant les ventes liées à plus de 300 épisodes et à d'innombrables modèles réduits de voitures. Schneider est allé directement sur Twitter furieux. Il a déclaré qu'ils effaçaient l'histoire et a insisté sur le fait que la série représentait le plaisir, la famille et le cœur du Sud. Ces paroles sont devenues virales et ont suscité un débat national, d'autant plus que la Caroline du Sud a retiré le drapeau confédéré de son Capitole le même mois. La culture populaire, la politique et la douleur se sont affrontées d'un seul coup. La perte de la licence a également coûté à Schneider une grande partie de ses droits d'auteur. Il a donc lancé une pétition qui a été signée par plus de 50 000 fans. Il a déclaré à Fox que la voiture n'avait jamais été un symbole de haine et que les fans avaient regardé la série pendant des décennies sans la relier au racisme. La question est devenue profondément personnelle pour lui à la fois émotionnellement et financièrement. Le débat est revenu en juin 2020 lors des manifestations nationales qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Amazon a envisagé de retirer la série de la diffusion en continu. Schneider a répliqué dans des interviews en disant qu'il n'avait jamais entendu de plainte de la part d'un fan noir et que le retrait de la série créerait davantage de divisions. La NASCAR venait d'interdire les drapeaux confédérés lors de ses courses et la conversation a atteint son paroxysme. Le sort de toute la série de cette saison était en suspens, tandis que le pays se disputait sur la signification des symboles. Un an plus tard, en août 2020, l'ouragan Ida a déchiré la Louisiane. L'une des granges de Schneider s'est effondrée et a détruit un General Lee personnel d'une valeur de 200 000 $. Il a posté sur Facebook le chargeur orange écrasé, le drapeau étant toujours visible sur le toit. Malgré la perte, il a souri et s'est dit qu'il sauterait à nouveau. La tempête a également endommagé sa maison et son studio. Ce fut un coup dur pour sa vie et pour son héritage. Vers 2025, il commença à parler ouvertement des raisons pour lesquelles la lutte pour le General Lee lui importait. Il disait qu'il s'agissait de la liberté d'expression et non de la défense de la Confédération. Il a qualifié la controverse de guerre contre l'histoire américaine et a averti qu'il était dangereux de censurer de vieux symboles. Il a rappelé la longue liste de fans de tous horizons qui ont aimé la série. C'est devenu une position personnelle, quelque chose qu'il pensait devoir protéger au-delà de la nostalgie ou de l'argent. Malgré tous les conflits autour de lui, Schneider a continué à construire. Le 8 avril 2018, il a célébré son 58e anniversaire avec un saut qui semblait sortir de l'époque de Duke. Dans son studio de Louisiane, il a fait voler un véritable General Lee sur une rampe de 75 pieds, à près de 30 pieds de hauteur sous les acclamations de la foule. Cela s'est produit lors de l'extravaganza de Beau, une manifestation de fans qui a rassemblé des centaines de personnes. C'est le genre de moment qui rappelle à tout le monde pourquoi ils sont tombés amoureux de Bo Duke en premier lieu. Au cours de son passage dans la série Les Nantis et les Démunis de 2013 à 2020 et 1, il a livré plus de 500 scènes pleines de feu et d'émotion. Tyler Perry a fait l'éloge de son intensité brute et la façon dont il pouvait passer du calme à l'explosif en une seule respiration. Les fans ont fait le buzz en ligne à chaque fois que Jim Cryer avait une crise ou une épreuve de force. Schneider a tenu son rang dans un ensemble plein d'acteurs forts. Il montre qu'il peut prendre le contrôle d'une scène sans jamais élever la voix. Sa vie personnelle s'effondre en 2014 après avoir divorcé d'Elvira Castle après 21 ans de mariage. Les retombées financières le poussent vers la faillite. Les batailles judiciaires autour de la pension alimentaire l'ont amené à effectuer des travaux d'intérêt général et à se sentir frustré. Mais au lieu de disparaître, il a ouvert une chaîne YouTube sur laquelle il a publié des pochettes de musique, des mises à jour de son studio et des histoires personnelles. En l'espace de quelques jours, la chaîne est passée à plus de 1000 abonnés. Elle est devenue sa bouée de sauvetage, preuve que même lorsque la vie réduit les choses en cendres, il est possible de reconstruire avec les morceaux qui restent.